Alors, mon propos a beaucoup tourné autour du texte très important du livre 6 des Métamorphoses, qui concerne une compétition entre une déesse Minerve et une mortelle Arachné, donc les deux étant bien entendu spécialisés dans l'art du tissage. Et il se trouve d'ailleurs que cet épisode qu'on trouve dans Ovide a été plus tard, un petit siècle plus tard, illustré par une frise du forum qu'on appelle de Nerva, qui a été construit par Domitien, son prédécesseur. Et on voit apparaître donc sur une des frises des portiques latéraux du forum de Nerva l'épisode d'Arachné et de Minerve dans un décor de métier à tisser. On voit la déesse qui est en train de frapper donc avec sa navette de bois, comme dit Ovide, la mortelle qui a eu l'audace, comme disaient les Romains, audace en latin c'est audacia, c'est l'ubris des Grecs, donc qui a eu la prétention orgueilleuse de défier une divinité. Alors, disons que cette compétition entre Minerve, la déesse, et Arachné, la mortelle, oppose en réalité deux esthétiques complètement différentes dans l'esprit d'Ovide. La déesse Athéna Minerve incarnant l'esthétique de l'Athènes classique, et dont elle était évidemment la déesse Polyade, donc la déesse principale. Et évidemment, derrière cette esthétique de l'Athènes classique, ce qui est visé par Ovide, c'est la Rome d'Auguste, qui prenait ses modèles, et c'est ce qu'explique Ovide d'ailleurs, essentiellement dans ceux de l'Athènes classique. Et on verra que Arachné, à l'inverse, oppose à cette esthétique classique, en quelque sorte, que j'appelle tout de suite, pour être très clair, l'esthétique de la majestas, de la majesté. Donc, Arachné va opposer une esthétique réaliste qui donne une représentation complètement différente du monde. Alors, on ne va pas lire le texte, rassurez-vous, en détail, simplement, disons que la description de la tapisserie d'Athéna montre d'abord un registre figuratif. Le registre principal, c'est le registre figuratif, c'est-à-dire celui où apparaissent des personnages. Et il y a un motif d'encadrement, donc, tout autour de la tapisserie, qui est un motif végétal, comme souvent, et donc j'en parlerai à la fin. Alors, le registre principal, en fait, se répartit en deux niveaux. Il y a une représentation des 12 dieux olympiens, donc groupés autour de Jupiter. Alors, tous les noms sont latins dans le texte d'Ovide, donc je dirais Jupiter ou Zeus, disons qu'au centre. Et Ovide explique que sur la tapisserie de Minerve, tous ces personnages sont reconnaissables à leurs attributs, à leur apparence. Ce qui veut dire que l'art de Minerve est un art pédagogique qui renvoie à une culture générale. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, tout le monde sait que Athéna a le bouclier, la lance, le casque, l'égide, donc sa protection de la poitrine avec la gorgone. Donc tout ça est bien connu de tout le monde. Et Ovide dit dans le texte même que l'apparence vaut pour une inscription. Donc quand on voit ce personnage avec tous ces emblèmes, eh bien tout le monde comprend que c'est Athéna. Et alors, un aspect très important de cette tapisserie, je rappelle, c'est le thème de la majestas. Alors, majestas, c'est quoi en latin? C'est le fait d'être major, d'être plus grand. Majestas, la majesté, définit la hiérarchie, et en particulier d'ailleurs la suprématie de Rome, puisqu'il y avait des lois des majestatis qui pouvaient vous condamner si vous attaquiez le Rome. Alors, ce thème de la majestas
donc apparaît dans le texte, mais il a fait l'objet par Ovide d'un long passage au début du 5e livre de ses fastes, c'est-à-dire du calendrier versifié de Rome, qui a été donc, dont nous ne possédons malheureusement, c'est une œuvre incomplète, que les 6 premiers mois de l'année. Et dans ces fastes, au 5e livre, Ovide justement parle de la maïestas, dont il fait une divinité, et c'est une divinité qui, nous dit-il, je cite, garantit à Jupiter sans violence physique son sceptre redoutable. C'est-à-dire que maïestas, c'est le pouvoir sans violence physique. C'est tout ce qui, dans le pouvoir, ne relève pas de la violence physique. C'est-à-dire tout ce qui est propagande, tout ce qui, comme il dit, entre dans les esprits. Donc, on pénètre dans les esprits toutes sortes d'idées de dévouement, de soumission. C'est ça. C'est exactement d'ailleurs ce que l'Américain Joseph Nye a appelé le soft power. C'est-à-dire c'est le pouvoir, tout ce qui est pouvoir, mais qui ne passe pas par la violence. Ça peut être aussi bien donner des équipements comme un beau théâtre dans le lieu antique, n'est-ce pas, ou un bel aqueduc à Nîmes. Tout ça se relève de justement cette propagande, si vous voulez, du pouvoir romain. Alors donc il y a le registre principal, c'est les 12 dieux de l'Olympe, avec la disposition hiérarchique autour de Jupiter. Ensuite, ils assistent au combat entre Poséidon, Neptune et Athéna, Minerve, pour savoir qui va donner son nom à Athènes. Donc, savoir si cette ville va s'appeler Poséidonia ou Athéna. Bien, vous savez, je suppose que, n'est-ce pas, où la balance est tombée. Alors, ce combat donc, oppose ces deux divinités. Et alors, Ovide nous dit qu'il y a une victoire qui apparaît donc, derrière Minerve. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Minerve est désignée comme la victorieuse. C'est-à-dire que les incarnations divines qui sont très souvent ailées sont des divinités qui permettent d'introduire de l'abstraction dans l'image. Donc, ici, l'abstraction, c'est victoire. Et donc, ça veut dire que l'image veut dire victoire de Minerve. Donc ça, c'est un procédé de rhétorique de l'image très inventé par les Grecs et que les Romains ont abondamment utilisé, comme on le verra tout à l'heure. Et enfin, dernier décor figuratif, aux 4 angles, il y a 4 scènes de métamorphose, mais qui sont des métamorphoses de punition. Donc, Ovide explique au milieu du texte, pour que sa rivale comprenne, par des exemples, quel prix elle peut attendre de son audace insensée, la déesse ajoute dans 4 coins 4 autres débats, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un complément au décor principal qui consiste à montrer des mortels qui ont été punis par des métamorphoses parce que ces mortels ont fait preuve d'audace. Audace, c'est l'hubris. Le mot audakia ici renvoie au concept grec d'hubris. De même d'ailleurs que le mot exemple, par des exemples, renvoie à la rhétorique grecque. C'est les paradigmes en grec, ou les exemples en latin. C'est-à-dire ce sont les précédents historiques ou mythologiques qui permettent d'alimenter une argumentation. Donc, voilà, si tu fais ça, tu finiras comme, alors tous les gens qu'on cite ici, tous ceux qui ont mal fini en osant défier les dieux. Alors, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'à la fin du texte, il y a le dernier exemple de punition infligée à un mortel coupable d'hubris, donc d'orgueil démesuré le poussant à défier les dieux. Le dernier, vous le voyez peut-être, s'incline avant la fin, c'est Kiniras. Et ce Kiniras, c'est un nom bien connu, qui est un prêtre roi de Chypre, et en particulier de Paphos. On parle en ce moment de Paphos, d'ailleurs, dans l'actualité. Donc Paphos, c'était vraiment la capitale du culte d'Aphrodite dans l'Antiquité. Et c'est une Aphrodite, j'en parlerai ensuite, qui est une Aphrodite gréco-sémitique, car Chypre était une île où se côtoyaient, se mélangeaient les Phéniciens et les Grecs. D'ailleurs, un des plus grands philosophes de l'Antiquité, Zénon de Chypre, Zénon de Kityode, fondateur du stoïcisme,
était appelé le Phénicien, puisqu'il venait de l'actuelle ville de Larnaca, qui tient dans l'Antiquité, qui était une ville chypriote, mais phénicienne. Donc, alors qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre Kiniras? Il est puni toujours par Héra Junon, et Héra Junon le punit indirectement en pétrifiant ses propres filles innocentes sous la forme, ce qui est extraordinaire, des degrés, c'est-à-dire de la crépice, du support de son propre temple. Donc on voit là une image saisissante de cette forme extrêmement violente de religion. Et alors pour conclure, Pallas tisse une bordure de rameaux d'olivier, c'est les derniers vers, autour. Donc il dit rameau d'olivier, emblème de paix. Elle termine son ouvrage par l'arbre qui lui est consacré. Alors ça c'est très intéressant parce que Athéna ou Minerve, disons, donne comme encadrement végétal son arbre emblématique, l'olivier, mais sans s'apercevoir que c'est un emblème qui est aussi un emblème de paix. Or, elle ne vient de parler que de combat, que de punition, etc. Donc, Ovide suggère que cet art classique, issu d'Athènes, utilise très peu de symboles parce qu'il veut parler à tout le monde, mais malheureusement, ces symboles sont très peu nombreux, mais en même temps, ils sont polysémiques, donc ils peuvent avoir plusieurs sens. Donc l'olivier, c'est aussi bien l'olivier symbole de paix que l'olivier symbole d'Athéna. Donc il y a là une malice d'Ovide qui suggère qu'Athéna s'est un peu emmêlée, si ce n'est les pieds, du moins ses fils de tapisserie. Alors, pour vous situer un peu visuellement de quoi il retourne, je vous montre une des plus célèbres mosaïques du IIe siècle avant Jésus-Christ, mosaïque aux poissons de la maison du Faune à Pompéi. Donc vous voyez, le registre figuratif occupe l'essentiel du tableau et l'encadrement est réservé à un rinceau végétal, donc ici un rinceau d'acanthe. Donc là, ici, le motif principal, c'est un motif de marine avec des représentations de poissons. Alors, le combat d'Athéna contre Poséidon, de Minerve contre Neptune, eh bien, est illustré à Athènes, évidemment, par un monument très célèbre, le Parthénon, dont le fronton ouest comportait la représentation de ce fameux débat, dont on conservait des traces même, d'ailleurs, sur l'acropole. Vous savez que chez les Grecs, très souvent, les sanctuaires sont des écrins que l'on dispose sur des espaces qui ont été marqués par la présence des héros et des dieux. Et en l'occurrence, sur l'acropole, l'Erechtheion a été construit justement à l'emplacement où l'olivier de Minerve Athéna aurait surgi. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que un des grands instruments de cet art pédagogique, de cet art de l'Athènes classique, tel qu'Ovide le présente, c'est les compositions symétriques. C'est-à-dire que Zeus apparaît comme le roi des dieux parce qu'il est au centre. Athéna et Poséidon, Minerve et Neptune, sont aussi disposés symétriquement, sauf qu'il n'y a pas d'axe prévalent, puisqu'ils sont équivalents dans le combat. Ils sont deux, disons, adversaires équivalents de rang. Alors, les Romains connaissaient bien entendu, ces compositions de frontons. Et ici, je vous montre l'exemple d'un fronton d'un temple grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas s'il venait de Délos, on a parlé aussi de l'île de Bé, peu importe. En tout cas, ce fronton grec de l'époque classique a été démonté par les Romains sur place et remonté à Rome à l'intérieur du fronton d'un grand temple d'Apollon, qui est le temple d'Apollon au sud du champ de Mars, qu'on appelle le temple d'Apollon in Kirko, parce qu'il était dans le quartier d'un cirque. Donc là, vous avez d'ailleurs une composition qui est centrée sur Athéna aussi. La figure d'Athéna est au centre de la composition. Et Auguste, donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'imitation des modèles classiques par Auguste, tel qu'Ovide d'ailleurs le présente, le fronton du temple de Mars Ultor, qui est un des très grands temples construits par Auguste à Rome, à l'intérieur de son forum, eh bien, avait un fronton aussi qui représentait, avec beaucoup de personnages représentés, et on possède d'ailleurs une image de ce fronton qui est perdu, mais on a une image sur un relief en marbre conservé
à l'intérieur de la façade côté jardin de la Villa Médicis, qui est, comme vous le savez, une propriété française. Et donc, sur le fronton de Mars-Ultor, il y avait le dieu Mars au centre et d'autres divinités de part et d'autre. Et vous voyez qu'à gauche, quand on regarde Mars, à gauche, on voit Vénus, à droite, on voit la fortune avec sa corne d'abondance. Et vous voyez que ces deux déesses sont représentées plus petites que le dieu, parce que le fronton est par excellence un champ décoratif qui permet d'exprimer la majestas, c'est-à-dire les rapports hiérarchiques entre les dieux. Et c'est souligné même dans le texte par le fait qu'Ovide, vous le voyez, met le mot médio, qui veut dire milieu, au milieu de deux vers, et le mot finis, qui veut dire à la fin, il place ce mot à la fin des vers. Ce qui veut dire qu'il fait visualiser en quelque sorte la composition de la tapisserie. Il faut savoir qu'il y avait dans l'Antiquité grecque puis romaine ce qu'on appelait les carmina figurata, c'est-à-dire les poèmes figurés dont la forme du poème, par la plus ou moins grande longueur des vers, permettait de dessiner l'objet dont on parlait. Alors, l'idée d'introduire de l'abstraction dans une image à des fins pédagogiques pour faire comprendre de quoi il s'agit, ça c'est bien connu. Ici, je vous montre un exemple du grand autel de Pergame, où la déesse Nike, Victoire, couronne Athéna qui est en train de vaincre un géant. Et donc ici, je répète, ça donne le titre en quelque sorte à la scène, ça veut dire victoire d'Athéna. Donc ce sont des procédés rhétoriques, si vous voulez, des modes d'expression qui permettent de rendre l'image compréhensible et de faire de la rhétorique, c'est-à-dire de la conviction. Alors les Romains ont bien utilisé ce genre de procédé, par exemple sur l'arc de Titus, on voit ici l'empereur Titus, fils de Vespasien, qui a triomphé des Juifs au moment de la grande révolte à l'époque de Néron et ensuite. Et on voit qu'à l'arrière de l'empereur, il y a non pas un petit esclave qui lui tient sa couronne, mais c'est la victoire elle-même. Et donc ça, c'est un procédé grec qui est transposé directement dans un décor romain à vocation triomphale. Et ça, Ovide le suggère donc dans le texte, je répète, puisqu'il nous parle de ce thème de la victoire qui vient en quelque sorte couronner le personnage victorieux. Alors, je vous signale par parenthèse que les représentations réalistes de triomphe, on les connaît. Donc, évidemment, c'était très rare qu'une vraie victoire ailée arrive pendant le parcours. Donc, en réalité, c'était un petit esclave. Vous le voyez à gauche sur un gobelet en argent du trésor de Boscore et Hallé conservé au musée du Louvre. Il n'a pas encore été volé, d'ailleurs, récemment. Et à droite, vous voyez un relief représentant un triomphe de Trajan. À gauche, c'est un triomphe de Tibère. À chaque fois, c'est un petit esclave en tunique qui tient la couronne. Donc, vous voyez que l'art grec mettait à la disposition des Romains tout un arsenal de modes d'expression, et c'est ce que souligne Ovide, je répète, dans le cadre d'une esthétique de la hiérarchie, si vous voulez, de la majesté. Alors, il y a aussi le langage des gestes et des emblèmes. Ici, par exemple, vous voyez un relief qui est au musée de l'Acropole d'Athènes, qui représente, c'est une stèle qui reproduit un traité d'alliance entre l'île de Samos et Athènes. Et pour symboliser cette alliance, on voit Athéna avec tous les attributs que Ovide rappelle dans son texte, de la tapisserie, donc avec le casque, l'égide, avec la lance et le bouclier. Athéna qui serre la main droite de Héra. Héra, c'est la grande déesse de Samos. Samos, c'est un grand Héraion, une grande structure d'Héra. Donc, c'était la grande déesse de Samos, qui est représentée, elle, en habit civil, si on peut dire, mais avec un sceptre. C'est l'épouse de Zeus. Et le geste du serment de la main droite, en grec, ça s'appelle la dexiosis, en latin la dextrarum iunctio. C'est un geste qui a traversé les siècles, puisqu'il a été abondamment utilisé dans l'art, dans le monde orthodoxe. Le serment des mains droites, eh bien, c'était un symbole tout simplement d'alliance. Les anciens ne se disaient pas bonjour en se serrant la main. Se serrer la main, c'était un geste hautement symbolique qui était utilisé par les Romains à l'époque des mariages.
l'occasion du mariage. Et les Romains ont utilisé ce même type de langage symbolique. Là, je vous montre une monnaie qui vient d'Espagne, de l'époque de Tibère. Alors, Ovide dit que les petites scènes des angles représentent les personnages plus petits. Alors, ce rapport entre les représentations des mortels en petit et des dieux en plus grand, ça, c'est bien connu dans l'art grec. Ici, je vous montre un ex-voto. En grec, ça se dit anathema, hein, un ex-voto, donc découvert dans un sanctuaire, où on voit une famille d'Athéniens, hein, en manteau, en himatione, qui vient rendre hommage à Asclépios et à ses enfants. Donc ici, vous avez un rapport de dimension entre les mortels à gauche et les immortels à droite. Donc Ovide mentionne ce trait aussi. Alors on retrouve d'ailleurs ce genre de disposition dans l'art romain. Ici, c'est l'arc de Bénévent avec Trajan qui est à droite en visite au Forum Boarium, qui était le grand forum, enfin, le grand port fluvial de Rome, hein, où il y avait beaucoup d'activités de banque et de commerce. Et vous voyez qu'il reçoit 3 citoyens qui sont représentés plus petits. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ici, il reçoit une délégation de nains romains, pas du tout. En fait, ce sont des Romains représentés plus petits que l'empereur. Et la représentation des dieux, alors Ovide insiste sur le fait que les dieux ont la gravité, une auguste gravité, ce qui par parenthèse est une allusion directe évidemment à Auguste lui-même. Alors là, je prends un exemple parmi une infinité d'autres. On a retrouvé à Rome un temple d'époque républicaine dans la place du Largo Argentina. Ce temple qu'on appelle le temple B, il y a 4 temples, A, B, C, D. Donc ce temple B a été identifié comme le temple de la fortune de ce jour, Fortuna Iudice Diei, construit par un consul de la fin de la République, Quintus Lutatius Catulus, autour de 100 avant Jésus-Christ. C'est le français Pierre Boyancé qui a identifié ce temple, et maintenant tout le monde est d'accord. Or, pendant la fouille, on a retrouvé la statue de culte, ce qui est rarissime, et vous voyez qu'il s'agit ici d'une statue colossale. C'est ce qu'on appelle les statues acrolytes, qui sont des statues de culte dont on ne sculptait dans le marbre que les extrémités, c'est-à-dire la tête, les bras et les pieds. Tout le reste étant du tissu qui voilait, disons, une construction en matériaux modestes. Donc ça, c'est la tête acrolyte de la fortune de ce jour. Alors, j'insiste là-dessus, c'est ce que Ovide appelle l'auguste majesté quand il présente cet art de Minerve, hein, de la tapisserie de Minerve, c'est que les dieux doivent apparaître absolument sans sentiment. C'est-à-dire, disons, ils ont en quelque sorte une sorte d'indifférence. Et cette béatitude, cette sérénité des dieux, donc cette inaptitude à se laisser atteindre par des sentiments négatifs, c'est la grande caractéristique des dieux pour les Grecs. C'est l'eudaimonia, le fait d'être heureux. Il y a une très belle phrase d'Euripide qui dit « Les hommes ne peuvent pas être heureux, eudaimones, ils ne peuvent être que chanceux, eutukeis ». Donc, l'eudaimonia, c'est la caractéristique des dieux. Et alors, cette indifférence des dieux par rapport aux mortels, je vous cite parmi d'autres citations, des vers de l'Hippolyte d'Euripide, donc c'est Hippolyte d'Euripide, 1438 et suivant, où Artémis s'adresse à Hippolyte en train de se faire massacrer par le monstre suscité par les prières imbéciles de son père Thésée. Et donc Hippolyte est massacré par le monstre. Et Artémis, sa protectrice, car Hippolyte fait partie des héros chastes et chasseurs, si j'ose dire, qui sont les disciples d'Artémis. Et donc, comme Hippolyte, comme Narcisse, comme d'autres. Et donc Hippolyte, elle dit à Hippolyte, les dieux sont représentés avec... Pardon, il dit adieu à Hippolyte, il ne m'est pas permis de voir les morts ou de souiller mes regards par les derniers soupirs d'un mourant. Et déjà, je te vois approcher du moment fatal. Donc Artémis ne peut pas être atteinte par le malheur des mortels.
Et ce contraste entre les visages idéalisés des dieux et le visage tourmenté des êtres inférieurs, ici c'est les géants de la gigantomachie de Pergame, ce contraste est saisissant. Ici vous avez une déesse absolument impassible, et alors le traitement du marbre consiste à trouver un réfléchissement uniforme de la lumière, donc ce qui vous donne l'impression de totale sérénité. Alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup de dépression dans la pierre pour le visage du géant qui, lui, est tourmenté, qui a peur et qui est dans la souffrance. Dans le cas de la représentation des grands personnages, eh bien, à gauche ici, on voit ce qu'on appelle le général de Tivoli, qui est probablement un impérateur romain de la fin de la République. Alors, c'est ce qu'on appelle, mais l'expression n'est pas correcte en fait, des statues iconiques. En général, ce qu'on appelle statue iconique, c'est un corps de héros, qui peut être un corps très jeune, auquel on superpose une tête réaliste d'un personnage réel. Mais en réalité, pour les Grecs, statue iconique veut simplement dire statue avec un portrait d'un personnage. Donc il n'est pas forcément avec un corps de héros, ça peut être aussi bien une statue en habit civil. En tout cas, ici, nous avons un impérateur qui, pour l'exaltation du personnage, est assimilé à un héros, d'où la nudité du personnage, avec le manteau de guerre quand même. Et vous voyez que le personnage est représenté avec une tête âgée, avec les marques de la vieillesse, en tout cas de l'âge. Donc ça, c'est tout à fait typique des représentations des Romains importants à la fin de la République. C'est s'identifier à un héros de mythologie, être un nouvel Achille, si vous voulez. Et d'ailleurs, on parlait de statues achilléennes, à la manière d'Achille. Et Auguste, alors, lui, va faire une rupture complète, c'est-à-dire qu'Auguste va se faire représenter avec une tête relativement idéalisée, disons plus proche, disons intermédiaire, entre une tête réaliste et une tête de Dieu. Et alors c'est d'autant plus vrai qu'il a conservé ce portrait officiel toute sa vie. Donc quand il est arrivé vers les 70 ans, il avait toujours les mêmes portraits officiels. Donc si M. Macron restait 70 ans, il pourrait conserver sa photo d'il y a quelques années. Et d'autre part, le patron, en quelque sorte, le modèle de la statue de l'Auguste dite de Prima Porta, c'est le Doryphore de Polyclète, qui est le sommet du classicisme grec, qui est l'illustration du fameux canon de Polyclète, c'est-à-dire les proportions idéales du nu masculin athlétique. Et je termine sur, en l'occurrence là, le registre d'encadrement. Alors, la plupart des grands dieux avaient un ou plusieurs animaux ou animaux emblématiques. En ce qui concerne Athéna, c'est la chouette, vous le voyez, vous le connaissez, et un ou plusieurs végétaux emblématiques. Pour Athéna, un végétal emblématique, l'olivier. Donc sur les monnaies d'Athènes, on représentait la chouette et l'olivier. Alors, ce qui d'ailleurs confirme bien ce que je dis sur la vision qu'a Ovide de l'art grec classique repris à Rome, c'est-à-dire que c'est un art qui joue sur un petit nombre d'emblèmes, mais qui sont connus universellement. Tout le monde sait que olivier et chouette égale Athéna, il n'y a aucun doute pour personne. Donc, on peut utiliser aussi bien une inscription qu'utiliser des symboles visuels. C'est exactement la même chose. C'est ce que dit d'ailleurs Ovide dans le texte, il dit « leur apparence vaut pour une inscription ». Et alors, le grand manifeste esthétique du point de vue de l'art ornemental pour Auguste, c'est l'Arapakis. Alors là, je ne vais pas entrer parce que là, on y serait peut-être demain soir, vous ne seriez peut-être pas content, mais on demandera à Mme Reynaud de nous ravitailler. Mais si vous regardez les ratios de l'Arapakis, ça, c'est vraiment un manifeste esthétique, de l'esthétique ornementale, tout ce qui relève de l'ornement. Et donc, on voit ici, par exemple, que le décor est dominé par l'acanthe. Et à l'intérieur du décor d'acanthe, vous voyez apparaître une grappe de vigne, des
sarment de vigne, et un rameau de lierre avec les feuilles de lierre et les petits fruits du lierre que les Romains appelaient les corymbes. Et alors pourquoi lierre et vigne? Parce que, évidemment, ça c'est des végétaux emblématiques, surtout sur les groupes. Vigne plus lierre égale Dionysos. Et pourquoi Dionysos? Parce que c'était le grand dieu patron de Marc-Antoine, l'ennemi du futur Auguste, si vous voulez, qui a été vaincu à Actium en 31 et qui s'est suicidé à Alexandrie en 30 avant Jésus-Christ. Alors, disons que Auguste place les végétaux dionysiaques dans cette image de la renaissance du monde que sont les rinceaux de l'Arapakis, mais il leur donne, vous le voyez, un espace résiduel, un espace latéral, limité. C'est entre les grandes volumes d'Acanthe que la vigne et le lierre viennent se glisser. Vous comprenez? Donc c'est toujours le thème de la majestas, de la hiérarchie. Si vous enlevez le thème de la hiérarchie d'un décor augustien, c'est même pas la peine de commencer. Alors là, c'est plus compliqué, un peu plus subtil. Vous avez un rameau de laurier qui apparaît dans la masse des végétaux d'Acanthe. Donc on se dit, mais le laurier d'Apollon, quand même, c'est très important pour Auguste, puisque Apollon était son dieu protecteur. Et en fait, vous voyez que ce rameau de laurier est perdu dans l'Acanthe, mais il est dominé par deux signes disposés symétriquement qui désignent ce rameau de laurier. Or ça, c'est une composition qui est bien connue, notamment par Virgile, puisqu'au livre 6 de l'Énéide, Énée cherche un rameau d'or perdu dans une forêt pour rentrer aux enfers et voir son père, et la Sibylle de Cume qui l'accompagne lui dit « Tu dois trouver le rameau d'or dans une forêt, il est perdu au milieu d'un arbre ». Mais heureusement pour Énée, sa mère Vénus lui envoie deux colombes. Les colombes l'emmènent jusqu'au rameau, se posent au-dessus de l'arbre et désignent la présence du rameau. Donc vous avez ici la composition du rameau d'or, sauf que ici, vous avez cygne et laurier. Ce sont les emblèmes d'Apollon, cygne, oiseau d'Apollon, laurier, disons. Voilà. Et enfin, toujours sur l'ornement, quelques petits mots sur une chose très importante, c'est qu'Auguste a créé, a répandu, a choisi l'ordre corinthien comme étant l'ordre officiel de l'Empire. À partir d'Auguste, tous les temples doivent être construits en ordre corinthien, mais attention, c'est un ordre corinthien revu par les Romains avec des caractéristiques. Les temples romains, ce n'est pas des temples grecs, donc il y a un podium, il y a toutes sortes de caractéristiques. Si vous allez à Baalbek, si vous arrivez à vous glisser entre les missiles, eh bien, à Baalbek, il y a deux très grands temples, dont un qui est très bien conservé, le temple dit de Bacchus, qui est un temple romain, en fait. C'est un temple sur le podium, avec ordre corinthien romain, etc. Alors, Vitruve écrit à l'époque d'Auguste, et il nous explique que le chapiteau corinthien a été inventé par un certain Callimaque, un sculpteur grec, qui a vu à Corinthe une tombe de jeune fille avec une corbeille à l'intérieur de laquelle la nourrice de la jeune fille avait placé des jouets de l'enfant. Et pour éviter que les oiseaux viennent perturber le dépôt, elle avait placé une tuile sur la corbeille. Et au printemps, dit Vitruve, eh bien, l'acanthe avait poussé autour de la corbeille. Eh bien, Vitruve nous dit, l'anecdote de la corbeille, vue par Callimaque, c'est exactement ça qui lui a fait trouver les éléments du chapiteau corinthien. Donc dans le chapiteau corinthien, il y a trois éléments essentiels, l'acanthe, la corbeille que vous voyez en jaune, et la tuile qui est l'abaque, en fait, c'est-à-dire la tablette qui permet de recevoir le sommet de l'ordonnance d'une construction. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux choses. Ça veut dire que le chapiteau corinthien, tel qu'il est décrit par Vitruve, tel qu'il est répandu par Auguste, premièrement, est à l'image de la nature. Donc c'est une vue réelle, et notamment du point de vue de la pesanteur. Donc la tuile repose sur la corbeille, pas sur la corbeille. L'acanthe se recourbe sous le poids de la corbeille. C'est ce que dit Vitruve. Deuxièmement, c'est un symbole de renaissance du monde, et Vitruve insiste, c'est à l'époque du printemps, donc de la renaissance de la nature, que, évidemment, l'acanthe vient pousser. Alors, ça peut vous paraître banal, mais ça ne l'est pas, car avant Auguste,
il y a eu plusieurs types de chapiteaux qui ont été répandus, y compris à Rome, qui sont des chapiteaux sans calatos, c'est-à-dire qui représentent un monde sans pesanteur. Notamment, un type de chapiteau qu'on appelle du type de Madia. Bon, Madia, c'est un port de Tunisie au large duquel on a découvert une épave extraordinaire, dont le contenu est au musée du Bardo. Et les chapiteaux qu'on a retrouvés dans l'épave de Madia, qu'on retrouve ailleurs, eh bien, montrent un chapiteau corinthisant avec des feuilles, une couronne de feuilles, avec des volutes qui en sortent, et puis un monstre extrêmement stylisé. Vous voyez qu'il est réduit simplement à une tête de lion avec des cornes, donc une tête de griffon, si vous voulez, 2 ailes et 2 rosaces. Et puis au-dessus, il y a la baque qui repose, qui est le sommet du chapiteau. Or, vous voyez qu'ici, la baque ne repose pas sur la corbeille. Il n'y a pas de corbeille. Autrement dit, ce qu'on veut montrer ici, c'est que la baque repose sur des plumes et sur du végétal. Il n'y a pas de pesanteur. Et ça, donc Auguste, lui, bon, ici je prends un exemple parmi d'autres, le temple de Mars-Ultor. Vous voyez à droite le chapiteau de Mars-Ultor qui a bien entendu donc vous avez toujours 3 éléments, donc la cante, ici la corbeille, là, et au-dessus la bague. Voilà, alors j'en arrive, c'est une course dans le temps qui me reste, à parler de la tapisserie d'Arachné. Donc, esthétique de la maïestase d'un côté, c'est l'esthétique officielle, augustienne, inspirée de l'art grec. Et en face, non moins inspirée de l'art grec d'ailleurs, mais pas du même, c'est la tapisserie de la mortelle Arachné, qu'on peut qualifier d'esthétique de la veritas. Alors, on ne va pas lire non plus le texte, rassurez-vous, mais je vais lire le début, qui est très intéressant. En fait, qu'est-ce que fait Arachné? Elle va représenter toutes sortes de métamorphoses de dieux qui se sont en quelque sorte abaissés à se déguiser pour tromper soit des mortels, soit d'autres dieux d'ailleurs, ou des déesses plutôt, des déesses, pour assouvir leur passion érotique, si vous voulez. Et donc, il présente les dieux en ordre hiérarchique de de l'appétit sexuel, si on peut dire. Et de nouveau, c'est Jupiter le roi. C'est lui qui a le premier prix, avec 9 métamorphoses. Il faut dire que Zeus était un personnage un peu frénétique. Ça explique d'ailleurs les punitions d'Héra, parce que Héra était la déesse la plus jalouse de tout le Panthéon. Et donc, elle a passé sa vie, la pauvrette, à se venger. Donc, il y a 9 scènes qui concernent Jupiter, 6 scènes qui concernent Neptune, 4 pour Apollon, et 2 scènes qui se répartissent entre Dionysos et Bacchus, disons, et Saturne, Chronos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement la composition de la tapisserie d'Arachné est une composition circulaire. C'est-à-dire qu'on a un cercle extérieur avec 9 scènes, ensuite 6 scènes, ensuite 4 scènes, et au centre 2 scènes. Et donc on est dans un univers totalement différent de celui de la tapisserie de Minerve. C'est-à-dire ici, il n'y a plus de hiérarchie. Hein, la sphère cosmique est un monde où il n'y a ni haut ni bas, ni droite ni gauche. Et le mot angle est très important d'ailleurs quand il parle de la tapisserie de Minerve. L'encadrement, c'est un encadrement, vous voyez à la fin, de fleurs et de lierre. Alors, fleurs, ça a fait penser à Aphrodite, lierre à Dionysos. C'est les dieux bienfaiteurs, c'est les dieux de la joie. Je ne peux pas entrer ici dans tous les détails, mais pour les anciens, c'était ça. Alors, le traitement stylistique, alors je commence, donc je lis quelques lignes du texte. La méonienne, ça veut dire l'orientale, l'asiatique. Donc, Arachné dessine Europe amusée par l'image d'un taureau. On croirait voir un vrai taureau, une vraie mère. L'art d'Arachné, c'est de faire croire que la représentation, c'est la réalité. De créer une confusion entre l'imago et la res. Vous voyez un visage, vous croyez que c'est un vrai visage. Il y a une scène dans Satyricon de Pétrone
où le héros arrive chez un personnage, Trimalchion, et il y a un chien qui est peint, mais le chien est tellement bien peint qu'il a peur et il recule, il tombe dans les pommes. Donc c'est ça l'art réaliste. L'art réaliste consiste à tromper le regard. Et dans l'Antiquité, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'anecdotes sur la façon dont les peintres trompaient le regard, notamment des oiseaux. Alors, le fameux jugement des oiseaux, donc vous peignez une grappe, si les oiseaux viennent picorer, hop, vous avez le premier prix, c'est vous qui avez, etc. Il y a la fameuse compétition entre Parasios et Zeuxis. Parasios peint un rideau et Zeuxis peint, pour une scène de théâtre d'ailleurs, une vigne. Et alors les oiseaux viennent picorer, donc Zeuxis dit que c'est moi le meilleur, et puis il va chez Parasios dans l'atelier, il voit le rideau, il s'approche pour tirer le rideau, manque de chance, c'était un rideau peint par Parasios, et donc Parasios, Zeuxis dit « Moi j'ai vaincu les oiseaux, moi j'ai été vaincu par un peintre ». Voilà, donc c'est ça la réalité, c'est faire croire à la réalité de l'image. Et d'autre part, vous voyez, si on continue le texte, Europe paraissait tourner ses regards vers la terre qu'elle avait quittée, appeler ses compagnes, et pour ne pas être touchée par les flots qui l'assaillaient, ramener en arrière ses pieds craintifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'art réaliste a la capacité à traduire la psychologie du personnage, l'intériorité du personnage, pas seulement les formes extérieures, mais aussi les états d'âme, le caractère. Et alors, l'enlèvement d'Europe était déjà apparu au livre 2 des Métamorphoses. Et alors ça, c'est un texte magnifique où Ovide, déjà, donc, parle de l'enlèvement d'Europe. Il parle de Jupiter. Ils ne vont pas bien ensemble, ni ne résident au même endroit, la majesté et l'amour. Lui-même, Jupiter, abandonnant son sceptre auguste, le Père et souverain des dieux, dont la main est armée de la foudre au triple dard, qui d'un signe de tête ébranle l'univers, revêt l'apparence d'un taureau, mêlé au troupeau, il mugit et promène ses belles formes sur le tendre gazon. Donc Jupiter, qui est maître du monde, devient subitement un taureau amoureux d'une jeune fille sur une plage. Donc la majesté est chassée par l'amour. C'est l'amour qui est le véritable moteur du monde, puisque l'amour chasse la majesté, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, ces collections de métamorphoses par thème, on en connaît sur des œuvres d'art. Ici, je vous montre un gobelet en verre du trésor de Begram, en Afghanistan, qui est conservé au musée Guimet, dans les salles qui concernent l'Afghanistan, enfin, l'art gréco, l'art de Pakistan et des zones de l'extrémité de l'empire d'Alexandre. Et on voit ici à gauche, par exemple, Ganymède emporté par l'aigle de Zeus, à droite Europe emportée par le taureau. Donc dans les deux cas, c'est Zeus, et c'est Zeus Jupiter. Et en plus, c'est un peu ici pour montrer que Zeus avait des goûts relativement éclectiques, puisqu'il passait d'un jeune homme à une jeune fille. Alors, il faut savoir aussi que, pour comprendre cette histoire de l'amour selon Ovide, il y avait dans l'Antiquité, disons, une déesse évidemment très importante chez les Grecs, c'est Aphrodite. Mais quand on parle d'Aphrodite, on parle de l'Aphrodite, déesse de la beauté féminine et de l'amour. Or, donc cette Aphrodite-là, elle a une origine gréco-sémitique, et en particulier à Chypre. Les grands sanctuaires d'Aphrodite pour les Grecs, c'est ceux de Chypre, notamment Paphos. Et alors, on a retrouvé un document extraordinaire en Tunisie, récemment, il y a quelques années, à Hydra. Donc, à Hydra, on a retrouvé une mosaïque dite des îles, qui représente des îles, et en réalité, ce sont tous les grands sanctuaires d'Aphrodite, y compris d'ailleurs celui de Sicile, Eryx, E-R-Y-X, qui était proche de l'Afrique proconsulaire, qui était proche de l'actuelle Tunisie. Et en particulier, vous avez à gauche Paphos de Chypre, donc le plus grand sanctuaire d'Aphrodite, et Cythère qui joue un rôle très important dans la légende d'Aphrodite.
Et cette Aphrodite grecque, ou gréco-sémitique, à Rome, on la connaît bien sous le nom de Vénus Éricine. Alors vous avez peut-être jamais entendu, c'est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Vénus Éricine, mais en réalité, c'est la seule Vénus de Rome qui est la déesse équivalente d'Aphrodite, beauté féminine et amour. C'est la seule. Toutes les autres Vénus romaines, à commencer par la Vénus Calois, ça veut dire la Vénus chauve, et c'est tout dire, la Vénus chauve, Calois, toutes ces Vénus romaines. Donc il y a un très beau livre qui a été réédité de Robert Schilling, qui s'appelle Le culte de Vénus à Rome, qui est un magnifique livre et qui explique abondamment la conception qu'avaient les Romains de Vénus. Donc la seule déesse de l'amour à Rome, c'est Vénus Éricine. Et pour vous dire à quel niveau de violence Ovide a pu atteindre à l'égard du régime d'Auguste, je vous cite un passage des Amours, vous voyez, livre 3, pièce 9, où Ovide célèbre la mort de son ami, le poète élégiaque, donc des Amours, le poète Tibulle. Et Ovide écrit ainsi: Toi, poète sacré, donc les Romains se faisaient incinérer, comme chacun sait, la flamme du bûcher a pu te consumer, et elle n'a pas craint de se repaître de ton cœur. Elle aurait pu dévorer les temples dorés, Aurea Templa, des dieux augustes, puisqu'elle n'a pas hésité devant un tel crime. Et Ovide dit carrément que la flamme du bûcher de Tibulle aurait bien pu détruire tous les temples construits par Auguste, puisqu'elle n'a pas craint de tuer, de détruire un poète. Elle détourna ses regards, dit Ovide, la déesse du mont Eryx. Certains disent même qu'elle ne put retenir ses larmes. C'est-à-dire que la seule déesse sensible à la mort du poète, c'est Vénus Éricine. C'est la seule, d'ailleurs, qui est célébrée par les poètes augustiens, par les poètes élégiaques. Et vous avez une monnaie ici de la fin de la République qui montre non pas le temple de la Vénus Éricine de Rome, qui était en dehors de la porte-colis, donc il y avait un temple, mais juste en dehors de la porte-colis, car le rituel de Vénus Éricine était un rituel phénico-grec. Mais ici, c'est le temple originel d'Eryx en Sicile, le temple de Vénus du mont Eryx, qui est ici mentionné par un monétaire de la fin de la République. Évidemment, un des grands épisodes où l'Aphrodite de Chypre est mise en scène, l'Aphrodite de Paphos, c'est le fameux épisode de Pygmalion. Là, je reprends le texte. Cependant, donc, ce Pygmalion était dégoûté par ce qu'il appelait la méchanceté des femmes de son époque. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est ce que dit oui, bon. Cependant, dit-il, avec un art admirable, il sculpta de l'ivoire pur, lui donnant une beauté avec laquelle nulle femme ne peut naître. Et il tomba amoureux de son œuvre. Elle a l'apparence d'une vraie jeune fille, on pourrait la croire vivante, et si la réserve ne la retenait, prête à se mouvoir. Tant l'art se dissimule à force d'art. Et ça, c'est vraiment la définition du réalisme vu par les anciens. Le jour de la fête de Vénus, c'est-à-dire l'Aphrodite de Paphos. Donc, le jour de la fête de Vénus est très populaire dans toute l'île de Chypre. Des génisses dont les hautes cornes avaient été couvertes d'or étaient tombées sous la lame qui avait frappé leur cou de neige. Les encensoirs fumaient. Son offrande accomplie, Pygmalion s'arrêta près de l'autel et dit timidement: Dieu, si vous pouvez tout donner, je souhaite avoir pour épouse. Il osa dire la Vierge d'ivoire, une jeune fille, dit-il, qui ressemble à ma statue d'ivoire. Vénus en personne, donc l'Aphrodite de Paphos, qui toute parée d'or était présente à ses festivités, comprit le sens de ses vœux et en présage de la bienveillance divine, la flamme 3 fois se ralluma et il va dans l'air sa langue de feu. Une fois rentré chez lui, il se rendit près de la statue de son ami et couché près d'elle, la couvrit de baisers. Elle lui parut tiède, donc la statue est vivante grâce à l'intervention d'Aphrodite de Paphos, d'Aphrodite de Chypre. 2 mots sur, je vais aller très vite, j'ai plus le temps, sur le réalisme, alors le traitement réaliste des représentations. Il y a un grand nom dans l'histoire de la mosaïque, c'est Sosos de Pergame. C'est le seul mosaïste connu par les textes anciens. Il est cité par Pline, l'Ancien, et Pline nous dit
il a fait une mosaïque qui s'appelait l'Assarotos oikos, ça veut dire le sol non balayé. Donc c'est un sol de salle de banquet avec toutes sortes de détritus. Ici, ce n'est pas l'original de la mosaïque de Sozos, c'est une copie qui est signée par un artiste grec du nom d'Héraklaitos, Héraclite, et qui a été retrouvée donc dans la région de Rome et qui est conservée en l'occurrence au musée du Vatican, ce qu'on appelle le nouveau musée du Latran. Et alors, un des chefs-d'œuvre, le chef-d'œuvre absolu de Sozos, c'est les colombes qui se rafraîchissent autour d'un bassin. Alors, il faut imaginer tout ceci est en pierre, hein, ce sont des pierres minuscules qui donnent toutes les illusions du volume, de la couleur, etc. Et cette mosaïque, mentionnée par Pline, a été découverte à Tivoli, car elle était dans la villa de l'empereur Adrien, et probablement Adrien a récupéré l'original à Pergame pour l'installer dans sa villa. Donc c'est probablement l'original d'une des plus célèbres mosaïques de toute l'histoire, qui se trouve actuellement au musée du Capitole, à Rome. Et qui, vous savez, ce thème de Sozos a été abondamment repris par l'art chrétien, paléochrétien, puis chrétien, le thème du refrigerium, les âmes qui viennent se rafraîchir au paradis. Le réalisme dans le... Alors, j'ai mentionné que Pline parle du réalisme psychologique, on arrive à traduire l'intériorité des personnages, leur psychologie. Donc, c'est ce que j'ai essayé c'est ce qu'il montre à propos d'Europe. Hein, Europe, il exprime la crainte d'Europe. Et alors, les Grecs, effectivement, étaient célèbres à l'époque hellénistique pour avoir, disons, inventé un art de la sculpture du portrait qui traduisait le caractère ou l'état d'âme des personnages représentés. Et alors, un des chefs-d'œuvre, c'est la statue en bronze, la tête en bronze de la Palès de Délos, qui est conservée dans les salles hellénistiques du Musée national archéologique d'Athènes. Alors, il y a une formule célèbre, mais il y en a bien d'autres, de Virgile dans l'Énéide. C'est quand Virgile explique quelle est la vocation des Romains. Les Romains, ils sont là pour dominer le monde. Et d'autres, c'est les Grecs. Les Grecs façonneront des bronzes animés d'un souffle plus doux. Ils tireront du marbre, je le crois du moins, des visages vivants. Donc pour les Romains de l'époque d'Auguste, les Grecs ont la capacité à créer des images vivantes, hein, d'insuffler la vie au marbre ou au bronze. Et vous voyez cette tête extraordinaire de la palestre de Délos, donc qui est un des chefs-d'œuvre de ce portrait hellénistique. Et alors, les Romains ont utilisé ces techniques grecques pour leur propagande. Par exemple, Pompée, qui voulait passer, vous le voyez dans le texte de Plutarque à gauche, il voulait passer pour un personnage sympathique. Hein, on pouvait s'adresser à lui si on avait des petits soucis. Donc, il était très gentil. Et le portraitiste traduit en quelque sorte ici la bienveillance du personnage. Hein, il n'a pas une tête féroce et c'est surtout pas une tête idéalisée, donc comme les dieux indifférents. Et Vespasien a repris exactement le même type d'esthétique pour ses portraits. Trajan ne s'est pas présenté alors qu'il était très âgé, il ne s'est pas montré en jeune homme de 18 ans, hein, qui est entre deux surprises parties, pas du tout. Non, il se représente tel qu'il est, hein, et avec un air qui est plutôt un air sympathique. Hein, il n'a pas un air féroce, disons. Voilà. Et alors, il faut savoir que les Romains, à la fin de la République, ont choisi, disons, une esthétique grecque qui est une esthétique, alors plus que réaliste, c'est-à-dire où on représente tous les défauts du visage, hein, maladie, vieillesse, tous les défauts possibles. Il y en a qui se montrent avec une grosse verrue au milieu du nez, etc. Et alors il y a des portraits très célèbres. Alors c'est pas dans les milieux populaires uniquement, puisqu'ici on a deux portraits en marbre, hein, ce qui veut dire que les personnages qui les ont fait sculpter étaient des personnages de l'aristocratie. À gauche, c'est le fameux patricien Torlonia qui a été exposé à Paris avec la collection Torlonia il y a quelque temps, et qu'on ne voit pas sinon, hein, parce qu'il est dans une collection privée à Rome. Et puis à droite, c'est, alors on peut le voir, du musée du Vatican, c'est un prêtre, toujours à la fin de la République. Vous voyez qu'ici, la peau est creusée, hein, les joues sont creuses, la peau est sur les os,
il y a les oreilles. Bon, ils ont tous des oreilles décollées, ils adoraient ça, les Romains, c'est pas un problème. Et donc, avec beaucoup de rides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esthétique, le modèle esthétique qu'ont pris les Romains pour faire ce genre de portrait, est en réalité une esthétique qui relève du comique pour les Grecs. Et vous voyez à gauche la fameuse statue de la vieille ivrogne de Myron de Thèbes, qui est mentionnée par Pline l'Ancien, et dont on a deux copies, dont une à Munich et une à Rome, au Capitole. Donc la vieille ivrogne, c'est une brave dame, vous voyez, qui est complètement dévorée par son vice. Et elle a les joues creuses aussi, elle est vieillie, vous voyez, son corps, elle est plus que... Elle s'identifie avec la cruche, hein, comme si elle-même, vous voyez, avec sa tête renversée, elle voulait ressembler à sa cruche, la pauvrette. Donc, alors vous voyez qu'il y a du lierre sur sa cruche, le lierre c'est Dionysos, et donc le vin. Donc c'est le registre du comique, de la caricature. Alors que pour les Romains, vous voyez à droite, lui c'est un collectionneur de rides, hein, qui est très célèbre. Il devait être célèbre dans son temps, je ne sais pas, je n'ai pas de détails. Hein, il est totalement anonyme, donc c'est un portrait d'un personnage du Samium profond, si on peut dire, donc de Osimo Oxymum. Et ce personnage, oui, là, on insiste vraiment sur, on veut vraiment souligner la vieillesse du personnage. Alors pourquoi? Eh bien, probablement parce que pour les Romains, disons, l'opinion romaine était très divisée. Une partie utilisait, disons, l'art réaliste, comme Pompée ou autres, grec, pour faire de la propagande, traduire des thèmes sur leur personnalité, illustrer leur personnalité. Mais d'autres Romains appartenaient à un courant anti-hellénique, hostile à la culture grecque, et qui était l'incarnation même de ce courant qui s'opposait à la culture grecque. Attention, s'opposer à la culture grecque, ça voulait dire pas de théâtre. Le beau théâtre de Lyon, il n'existerait pas si Caton avait eu des... Donc, pas de culture grecque et hostilité, si vous voulez, parce que pour eux, la Grèce, c'est une culture démagogique, si vous voulez. Soit c'est des rois, soit c'est des démocrates. Dans les deux cas, on utilise la population contre les aristocrates, en fait. Donc les Romains, beaucoup de Romains détestaient cette culture politique d'importation, mais qui allait avec des esthétiques. Donc le grand personnage qui a incarné cette hostilité à l'hellénisme, c'est Caton le censeur. Et Caton le censeur, c'est quoi? C'est le type du Romain qui s'occupe d'agriculture, qui s'occupe de l'armée, qui sacrifie tout à Rome et pour qui, surtout, il faut éviter les hommes providentiels sur le modèle grec. Et alors, il y a une chose extraordinaire, c'est que Caton l'Ancien, donc il a écrit un traité d'agriculture, qui est la première grande œuvre latine conservée en prose, mais il a écrit aussi un texte historique, et dans ce texte historique, en décrivant la Deuxième Guerre punique, lui, il ne disait pas Deuxième Guerre parce qu'il n'avait pas connu la Troisième, qu'il a appelé de ses voeux, Delenda Est Carthago, mais Caton, décrivant donc l'arrivée d'Hannibal en Italie, nous dit Pline l'Ancien, il ne cite aucun nom de général. Et le seul nom qui apparaît dans son texte, c'est le nom d'un éléphant d'Hannibal. Et donc, voilà, pour vous dire, l'extrémisme des positions qui divisait l'opinion romaine. Alors, je voudrais conclure très vite sur ce très beau décor qui résume un peu ce que j'ai dit. Dans la maison du poète tragique, il y avait plutôt dans le péristyle, vous le voyez à droite de l'image, on a découpé un grand tableau qui s'y trouvait, et à droite vous avez une restitution, c'est le fameux tableau du sacrifice d'Iphigénie. En bas, on voit Iphigénie soulevée par deux héros, bon, peu importe. À droite, on voit Calchas qui a l'épée, vous voyez ici, qui a l'épée... dans la main droite, et à gauche, on voit le père d'Iphigénie, donc qui a condamné sa fille à mort en la sacrifiant à Artémis pour que la flotte grecque puisse avoir des vents et se diriger vers Troie. Et donc le papa, il pleure,
et au pied de la statue d'Artémis. Et puis, donc c'est alors le thème du sacrifice d'Iphigénie, on a chez les Romains de la fin de la République ou de l'époque d'Auguste, c'est vraiment pour eux le symbole de la religion archaïque, brutale, violente, où les dieux n'ont aucune pitié, exigent les pires choses, ils ne connaissent pas la justice. Dans Lucrèce, de la nature, premier livre, vers 62 et suivant, il prend l'exemple du sacrifice d'Iphigénie comme étant la pire impiété, si vous voulez, c'est-à-dire les dieux les pires qu'on puisse imaginer. Et Ovide aussi, dans les Métamorphoses 12, il reprend le thème du sacrifice d'Iphigénie en disant, je cite, « Lorsque l'intérêt public, donc pour Agamemnon, a vaincu la piété, lorsque le roi a vaincu le père. » Le roi a vaincu le père. Donc Agamemnon, voilà pour Ovide ce que c'est que cette religion archaïque et traditionnelle. Mais là, celui qui a commandé la peinture a superposé à cette scène le sauvetage d'Iphigénie. Donc il y avait une version de l'histoire d'Iphigénie où elle est sauvée. C'est d'ailleurs la version officielle d'Athènes. Donc elle est sauvée par la déesse Artémis. Elle va s'installer en Tauride et elle reviendra ensuite. Donc, et vous voyez ici ce contraste extraordinaire entre à gauche la déesse archaïque, hiératique, avec ses modèles de statues d'Asie mineure, surtout très rigides, et la déesse qui est prête à réclamer le sang d'une vierge pour punir les Grecs, etc. Et inversement, la déesse qui fait le geste, ça c'est un geste que fait la déesse en appuyant sa tête sur la main droite, eh bien c'est une déesse qui a des sentiments. C'est une déesse qui réagit donc au malheur des mortels. Donc on a là deux conceptions radicalement opposées. Et d'ailleurs, dans l'esprit des anciens, c'est des conceptions chronologiquement réparties, parce que pour eux, la plus ancienne, c'était l'Artémis de gauche, et les conceptions plus récentes, c'est l'Artémis ici de droite, si on peut dire. Et on retrouve ça, bien entendu, dans les Métamorphoses d'Apulée. Les Métamorphoses d'Apulée, ça commence par une description de la mort d'Actéon, dévoré par les chiens de Diane, et ça finit par la rédemption du héros par la déesse, Isis, et au milieu, il y a l'épisode d'Eros et Psyché, qui est en quelque sorte le moment platonicien de la religion, où on abandonne les dieux au profit d'un rapport direct avec le ciel. Voilà le geste de la mélancolie ici, illustré dans une exposition qui a eu à Téhéran sur Persépolis et Rome, puisqu'on a retrouvé à Persépolis une sculpture de Pénélope. C'est pour ça qu'il y a eu cette exposition. Et je reviens pour finir en illustrant le propos par un quinarius, c'est-à-dire un demi-denier, une toute petite pièce qui est conservée en exemplaire unique au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de Paris, un quinaire d'un personnage de 85 avant Jésus-Christ à l'époque de la guerre entre Sylla, les populares et les optimates, la première guerre civile à Rome. Et on voit ici un Eros qui brise le foudre de Jupiter sur son genou. Et ceci je reprends la phrase très belle d'Ovide de tout à l'heure, non bene conveniunt, nec in una sede morantur majestas et amor. Il ne s'accorde pas bien, ni ne réside au même endroit, la majesté et l'amour. Voilà, merci beaucoup.